Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de l'univers passionnant de deux des séries d'animation japonaises les plus emblématiques qui soient. Évidemment, là je parle de Naruto et d'Hunter x Hunter. Ces deux mangas ont évidemment marqué toute une génération de fans d'anime et de manga. Bon voilà, là-dessus je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Par contre, là où il y a clairement matière à discussion, c'est au niveau des similitudes que ces deux œuvres partagent et qui vont bien au-delà du simple hasard, si vous voulez mon avis. Et donc, nous allons explorer au cours de cette vidéo les ressemblances frappantes entre Hunter x Hunter et Naruto, jusqu'à même à nous aventurer, à nous poser évidemment la question, est-ce que Naruto a tout pompé sur Hunter x Hunter? Parce que Naruto étant quand même paru plus d'1 an après le premier tome d'Hunter x Hunter. Alors oui, forcément, je pourrais vous laisser mariner jusqu'à la fin de cette vidéo avant de vous donner la réponse finale à cette question, mais vous savez quoi, je vais tout de suite vous spoiler, hein. On va pas parler chinois, évidemment qu'il y a pompage, évidemment qu'il y a contrefaçon, et évidemment qu'il y a copier-coller. Après, je n'aurai pas l'arrogance d'affirmer d'être objectif effectivement sur le sujet, puisqu'il est indubitable pour ceux qui ont vu mes récentes vidéos que je ne suis pas forcément un fan de Naruto. Sur ça, il n'y a pas de doute. Donc voilà, là où je crie plagiat, et bien d'autres, avec un peu plus de retenue que moi, pourraient seulement me répondre, inspiration, et c'est tout. Et il n'y a pas de souci là-dessus, je le comprends complètement. Toujours est-il que, simple inspiration ou vulgaire copie, ces deux mangas ont plus d'un point commun, que ce soit dans leur intrigue, leur lore, ou même leurs personnages, et on va lister tout cela immédiatement. En plus de ça, à chaque fois que je présenterai un point commun, un point de similitude entre les intrigues de Naruto et Hunter x Hunter, je ferai en sorte de mettre en avant. Pourquoi Hunter x Hunter réussit à mieux exploiter ce point de scénario bien particulier et à le mettre mieux en scène que dans Naruto. Voilà. Et donc, sans plus attendre, c'est parti. On va commencer tout doucement dans le pompage avec l'examen Chunin dans Naruto qui ressemble à s'y méprendre aux examens des Hunters, donc dans Hunter x Hunter, forcément. Déjà, le but de l'examen est le même, tester les aptitudes des aspirants. Dans Naruto, les élèves doivent prouver leurs compétences de ninja, tandis que dans Hunter x Hunter, un panel plus élargi de compétences est évalué, telles que la survie, la résolution de problèmes ou encore le combat. Les deux examens sont réputés pour être extrêmement difficiles, avec un taux de réussite relativement faible, ce qui veut dire que seuls les meilleurs peuvent prétendre réussir. Il y a par exemple un parallèle évident à faire entre l'épreuve des Hunters avec les badges, vous le savez, sur l'île Zebiru, où chaque Hunter doit récupérer le badge de son vis-à-vis, et l'épreuve de la forêt de la mort dans Naruto, avec les rouleaux ninja que nos amis les ninjas, justement, doivent se dérober les uns les autres. Donc voilà, dans une épreuve, faut se dérober des badges, et dans l'autre, faut se dérober des rouleaux. Voilà, si vous voulez mon avis, c'est plus ou moins la même chose. De la même manière, la phase finale de ces deux examens est quasiment identique, à savoir un tournoi composé de combats 1 contre 1. Le doute n'est clairement plus permis, d'autant que l'objectif de ces épreuves est plus ou moins équivalent, à savoir le fait de devenir plus fort et passer un certain grade, donc Chunin dans Naruto et Hunter dans Hunter x Hunter. Par ailleurs, les enjeux sont élevés dans les deux cas, c'est-à-dire que échouer peut signifier soit une fin de carrière, soit même la mort, surtout dans Hunter x Hunter. Et bon, si je devais vous dire pourquoi l'examen de Hunter est meilleur que l'examen de Chunin, en fait c'est simple, l'examen de Hunter, lui, va au bout. Alors que l'examen de Chunin est interrompu, vous savez, avec le délire de Orochimaru, l'attaque de Orochimaru et tout ça. Voilà. Et on n'a jamais le fin mot de l'histoire. C'est un peu con quand même. On aurait quand même aimé voir la suite des combats, voir l'examen aller au bout. Ça aurait été sympa, tout simplement. Bon, toujours pas convaincu que Naruto a copié Hunter x Hunter ? On va continuer alors, avec deux célèbres organisations de méchants et de reculés de société, c'est-à-dire évidemment l'Akatsuki pour Naruto et la Brigade Fantôme du côté de Hunter x Hunter. Les similitudes entre ces deux groupes sautent aux yeux, mais on va quand même en parler. Donc déjà, les deux organisations sont des groupes composés de criminels puissants qui ont des objectifs ambitieux et plutôt embêtants pour nos héros. Dans Naruto, l'Akatsuki cherche à capturer tous les démons à queue, c'est-à-dire les Jinchuriki, pour emprisonner toute la population dans un espèce de méga genjutsu, autrement dit une hallucination collective. Donc ouais, un truc pas très cool, ça c'est certain. Dans Hunter x Hunter, la Brigade Fantôme a un motif certes un peu plus simple, qui est l'oseille tout simplement. Ils veulent juste voler des trucs, c'est tout, et se faire du pognon. Mais bon, ce qui est sympa avec la Brigade Fantôme, c'est qu'elle est également impliquée dans des activités criminelles vraiment majeures. De plus, chacun des membres de ces deux groupes sont proprement surpuissants, dotés de compétences uniques et mortelles, et qui ne reculent devant rien pour atteindre leur but. Ce sont des personnages complexes avec chacun leur propre histoire et leur motivation personnelle, ce qui peut susciter de la sympathie ou même de l'empathie chez certains fans. On peut prendre Nagato ou Itachi par exemple du côté de l'Akatsuki, qui ont tous les deux des backstories tragiques, j'ai envie de dire comme 95% des personnes dans Naruto, mais à la limite on va fermer les yeux là-dessus. Ou encore du côté de Hunter x Hunter, on peut prendre la sincère relation d'amitié entre Ubogwin et Nobunaga, les deux camarades qui se considèrent comme des frères d'armes. Alors maintenant on va passer à la question qui fâche, c'est-à-dire pourquoi la Brigade Fantôme est meilleure que l'Akatsuki. En fait c'est très simple. En ce qui me concerne, je préfère la Brigade Fantôme parce que c'est pas manichéen du tout. La Brigade Fantôme est meilleure tout simplement parce qu'elle est plus humaine. L'amitié entre les membres de la Brigade Fantôme, c'est un gros focus dans le manga. Bien souvent, quand tu vois la Brigade Fantôme, tu les vois, c'est des vrais frères. Jamais tu verrais Toby
pleurer parce que Deidara est mort, par exemple. Alors que pourtant, dans Hunter x Hunter, lorsque Uboguin est déclaré mort, eh bien, on voit le chef, voilà, pourtant, tu le vois, individualiste ultra dark, c'est-à-dire Chrollo Lucifuru, le chef de la Brigade Fantôme, bah, tu le vois en train de pleurer à chaudes larmes. Ça donne vraiment un côté unique à la Brigade Fantôme, parce que c'est pas juste des salopards, des gros brigands qui s'en foutent et qui n'ont absolument aucun attachement les uns avec les autres. Non, 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 ce sont des véritables frères d'âme. Ce qui est bien avec Chrollo, c'est qu'il est vraiment à l'image de sa Brigade Fantôme, parce que lui-même n'estime qu'il n'est qu'un membre comme les autres, remplaçable. À chaque fois, il prend effectivement la métaphore de l'araignée, du fait qu'une araignée peut continuer à vivre même sans tête. Donc voilà. Donc Chrollo lui-même, il est pas en mode « ouais, je suis au-dessus des autres ». Non, non, non. S'il crève, c'est pas grave. Il serait largement capable de se sacrifier pour les autres membres de sa brigade. Voilà. Quelque chose que, évidemment, Toby ne pourrait jamais faire. Parce que Toby, il est très méchant. Encore une fois, je veux dire, par exemple, lorsque Pakunoda se sacrifie pour la brigade, là, effectivement, tu te rends compte que c'est une vraie fraternité. Les mecs vivent et crèvent ensemble, c'est pas des blagues. Voilà. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison pour laquelle, effectivement, je préfère largement la Brigade Fantôme. Et puis même, au-delà de ça, la Katsuki, elle est très sympathique, mais bon, on sait pas vraiment à quoi elle sert. Effectivement, bon, il y a le délire avec les Shinchuriki, mais on se rend bien compte assez rapidement que Toby, excusez-moi, a.k.a. Obito, désolé pour le spoil, serait largement capable de faire tout ça tout seul. Il n'a pas besoin d'eux. Donc d'une certaine manière, tu te dis, mais en fait, à quoi ils servent, quoi. Non seulement, il n'y a aucune notion de camaraderie entre eux, mais en plus, tu sais même pas à quoi ils servent. Donc bon, ok. C'est sympa, mais bon. Cela dit, avant d'aller plus loin dans notre vidéo, bah, j'aimerais quand même vous parler de 2-3 petites bricoles, qui sont quand même un peu importantes. Déjà, si vous ne le saviez pas encore, bah, je suis également actif sur d'autres plateformes que YouTube, et donc, pour rester connecté avec Yajinalyse en dehors de mes vidéos hebdomadaires, eh bien, vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok, Twitter, réseaux sur lesquels je poste au moins une fois par jour. Eh oui. Il y a également Spotify, où je poste tous les jours mes vidéos en format de podcast. Et pour finir, eh ben, il y a Patreon. Alors, créer des vidéos demande beaucoup de temps et d'efforts, vous vous en doutez, et pour être honnête, vous pourriez être surpris d'apprendre que je ne reçois pas grand chose de YouTube directement, et encore, c'est un euphémisme. Et c'est là que votre soutien peut tout changer, parce que si vous avez les moyens et l'envie de m'aider à continuer cette aventure qui Yajinalyse, eh bien mon Patreon est l'endroit où vous pouvez vraiment faire la différence. En tant que membre Patreon, vous contribuez à soutenir mon travail et à m'aider à relever les défis qui accompagnent la création de contenu de qualité. Et surtout au rythme d'enfer qui est le mien. Évidemment, pour vous remercier de votre soutien, je propose quelques avantages exclusifs, hein, comme l'accès à mon serveur Discord privé, et également un accès en avant-première de mes vidéos, une semaine à l'avance. Donc voilà, vous pourrez voir mes vidéos une semaine à l'avance, avant qu'elles ne sortent sur YouTube, bon, c'est toujours ça de prix. Et pour finir quand même, je tiens à souligner que votre soutien ne passe pas inaperçu, chaque contribution, peu importe la taille, me rapproche un peu plus de mes objectifs créatifs. Si ce n'est pas dans vos moyens, évidemment, bon, voilà, ça pose aucun problème, voilà. Le simple fait de regarder mes vidéos est déjà, de toute façon, une grande source de soutien. Et c'est sur ces mots que l'on va revenir à notre sujet du jour. Alors, vu qu'on parlait d'aptitudes uniques et mortelles des membres de la Brigade Fantôme et de la Katsuki, bah, je crois qu'il est temps d'aborder le pompage le plus évident de Naruto vis-à-vis de Hunter x Hunter, et pas des moindres. Et évidemment, là, je parle du clan Uchiha. Ou Uchiwa. Car oui, le clan le plus infameux du manga est un quasi copier-coller, hein, on va pas mytho, du clan Kuruta, donc de Hunter x Hunter. Déjà, ces deux familles, ces deux clans possèdent des yeux rouges, empreints de capacité héréditaire, le Sharingan du côté des Uchiwa et évidemment les yeux écarlates du côté du clan Kuruta. Ces yeux sont d'ailleurs activement recherchés par tout le monde, quasiment, dans les deux mangas, et en plus de cela, eh bien, les deux clans connaissent une fin tragique. Concernant les Uchiwa, bon, comme vous le savez, ils se font tous massacrer par Itachi, et les Kuruta, bah, c'est aussi un massacre, par la Brigade Fantôme cette fois. Et donc, rapidement, on va essayer quand même d'expliquer pourquoi le clan des Kuruta marche mieux que le clan des Uchiwa, en tout cas dans leurs mangas respectifs. Bah en fait c'est très simple, les Uchiwa prennent trop d'importance dans le manga Naruto à mesure que l'intrigue avance. C'est vraiment trop, et cela impacte négativement l'œuvre, on va pas se mentir. Certains membres de la famille Uchiwa, en particulier Sasuke et Itachi, atteignent des niveaux de puissance qui semblent disproportionnés par rapport aux autres personnages, et de nombreux autres personnages intéressants de la première partie de la série, tels que Neji, Lee ou même Shino, perdent radicalement en importance et en développement afin de laisser plus de place pour les intrigues autour des Uchiwa. Sans parler du fait que ça arrive à un tel point dans Shippuden que si t'as pas de Sharingan ou même un petit Rinnegan sous la main, bah tu pues la merde. Tout simplement. Je veux dire, CF Danzo qui ira jusqu'à se greffer des Sharingan sur le bras pour espérer faire un petit truc. Pour finir, il est quand même notable que l'introduction des capacités surpuissantes comme le Susanoo ou le Rinnegan, évidemment associé au Uchiwa, éloigne clairement la série de son aspect initial, voilà, les tactiques furtives, les signes ninja et les compétences variées.
Et à l'opposé total de ce Delbor absolu qu'est Naruto, bah on a quand même Hunter x Hunter avec le clan Kuruta, qui, effectivement, bon, bien qu'ils aient leur propre histoire et leurs particularités, n'apportent pas autant de complexité inutile à l'intrigue. Ils ont mentionné à plusieurs reprises, certes, mais leur histoire et leur influence sont développées de manière équilibrée, de sorte à ce que d'autres aspects de la série ne soient pas négligés, ce qui les rend donc intrigants sans nécessairement alourdir l'histoire. Et surtout, bien que les Kuruta aient effectivement des caractéristiques spécifiques liées à leurs yeux écarlates, cela n'entraîne pas forcément une domination absolue de ce clan sur tout le reste du manga. Il y a juste Kurapika, et c'est tout, et c'est très bien comme ça. Mais voilà, non seulement ces deux clans sont très similaires, mais leurs membres principaux sont également identiques à pas mal d'égards, j'ai nommé évidemment Sasuke et Kurapika, les deux survivants du massacre de leurs clans respectifs. Bon alors, là, les parallèles sont évidents. Déjà, on a les yeux rouges, on a la quête de vengeance, puisque leur clan s'est fait décimer. Pour Kurapika, c'est la brigade fantôme, et pour Sasuke, bah, c'est son frère Itachi, en tout cas au début. Et pour finir, Sasuke comme Kurapika sont deux personnages plutôt froids et solitaires, qui maintiennent une certaine distance émotionnelle par rapport aux autres. En fait, même la façon dont ils plantent, entre guillemets, leurs potes pour suivre leur vengeance est plutôt similaire. Bref, il n'y a pas tant de choses à dire là-dessus. Par contre, il y a un peu plus de matière concernant la raison pour laquelle Kurapika est, selon moi, un bien meilleur personnage que Sasuke. Alors déjà, dès le début de Hunter x Hunter, Kurapika a un objectif clair et cohérent. Venger la destruction de son clan par la brigade fantôme. Très simplement. Cette quête de vengeance motive ses actions tout au long de la série, ce qui rend son personnage constant et centré sur un objectif spécifique et facile à saisir. Sasuke, en revanche, et ça effectivement je le crains, change d'objectif à plusieurs reprises au cours de Naruto, et surtout Naruto Shippuden. Sa quête de vengeance contre Itachi est initialement centrale, mais il passe finalement à vouloir détruire Konoha, puis finalement, à devenir Hokage. Donc, chef de ce même village qui voulait détruire il y a quelques chapitres de cela. Très facile à suivre évidemment, et là je suis sarcastique. Ensuite, les relations de Kurapika avec les autres personnages sont de nature variée et totalement cohérentes. Effectivement, Kurapika a beau avoir un somme du démon contre Chrollo et ses potes de la brigade fantôme, il a beau effectivement avoir un passé tragique et être ultra nerveux, il n'en reste pas moins capable de développer des liens d'amitié solides, notamment avec Gon et Killua, que Kurapika apprécie beaucoup au demeurant. Il se montre plus ouvert avec eux qu'avec la plupart des autres personnages, pareil avec les Olio, ou les Oryo, avec lesquels il partage une belle amitié également, bien que teinté d'une certaine rivalité. Tout au contraire de Sasuke, qui est bien trop dark pour développer aucune relation saine, en tout cas pas jusqu'à la fin du manga. Ajoutez à cela que la rivalité entre Sasuke et Naruto est une composante majeure de Naruto, mais qu'elle n'a finalement aucun sens, puisque Naruto et Sasuke ont des objectifs différents. L'un souhaitant devenir Hokage pour gagner la reconnaissance de son village, tandis que l'autre veut se venger. Et contrairement à d'autres séries où des rivaux sont effectivement motivés par des objectifs et des idéaux opposés, voilà, eh bien Naruto et Sasuke semblent être en rivalité principalement parce qu'ils sont seulement les deux personnages principaux de leur manga, c'est tout. Et qu'ils ont effectivement eu des expériences traumatisantes dans leur enfance. Ce qui est de toutes les manières le cas de 99% des personnages dans Naruto, donc ce qui fait que ça paraît forcément superficiel. Et j'en ai toujours pas fini avec Sasuke, parce qu'on peut encore faire un parallèle entre Illumi et Itachi, et donc Sasuke et Killua. Donc Illumi qui est effectivement le grand frère de Killua. Parce que oui, dans les deux cas, l'aîné de la fratrie, c'est-à-dire Itachi et Illumi, exerce un réel contrôle mental sur son cadet, sur leur cadet, à coups de mensonges et de manipulation. Les deux ont des motifs complexes et cachent la vérité à leurs petits frères afin de les protéger ou même pour servir leurs propres intérêts. Et dans les deux sagas, les cadets, c'est-à-dire Killua et Sasuke, finissent par découvrir la vérité sur les motivations de leur grand frère en mode plot twist. Voilà. Pour Killua, évidemment, il découvre que Illumi lui a carrément planté une aiguille dans le front pour le pousser à s'enfuir si jamais il y a un problème. Voilà. Ce qui les mène effectivement à des conflits internes, des dilemmes moraux, puisqu'ils ne savent plus comment considérer leur grand frère, ce qui crée effectivement une tension émotionnelle significative dans leur récit. C'est pour dire à quel point la relation avec leur grand frère est importante dans leur évolution. Elle est même décisive à leur développement. Et maintenant, pourquoi Illumi est meilleur qu'Itachi ? À la limite, la question n'est même pas là. C'est même pas est-ce que Illumi est meilleur qu'Itachi ? Non, la question c'est pourquoi Itachi ne fait aucun sens dans Naruto. Voilà. Parce que j'en ai déjà parlé lors de ma vidéo sur les incohérences de Naruto, et je vais donc vous refaire un topo rapide. Donc Itachi, au début de Naruto, nous est présenté dans la première partie comme un gros méchant, un traître au village de Konoha qui a massacré son propre clan. Et effectivement, lors de sa brève visite à Konoha, Itachi déboîte son propre frère Sasuke, et lui brise son esprit à coups de Tsukuyomi, et fait la même chose à Kakashi, qui était effectivement son camarade à l'époque où il était à l'Anbu. Donc voilà, bref, bon... Itachi est un salaud, pas de problème jusque-là, tout est cohérent. Sauf que, et là ça fait un peu mal, après la mort d'Itachi dans Shippuden, nous découvrons finalement qu'en réalité il était en fait un agent double pour Konoha depuis le début, espionnant l'Akatsuki pour le compte du village. Cependant, cela rend ses actions dans la première partie de la série évidemment complètement insensées.
comme le fait, par exemple, d'avoir plongé son petit frère Sasuke dans un profond coma, sans même savoir que Tsunade, le seul ninja de la planète capable de le soigner, soit présente pour animer Sasuke. C'est la même chose pour ce qu'il a fait à Kakashi, je veux dire, Itachi aurait pu simplement juste les battre en fait, les neutraliser, mais sans pour autant les anéantir et surtout anéantir leur esprit. Et il aurait pu le faire facilement, vu qu'il est largement plus fort que Sasuke et Kakashi. J'avais donné, lors de ma dernière vidéo sur les incohérences de Naruto, l'exemple de Rogue dans Harry Potter qui neutralise Harry sans pour autant lui laisser aucune séquelle à la fin de Harry Potter et le prince de sang mêlé, car Rogue est un double agent. Et ouais, cet exemple est toujours à l'actualité. Voilà. Tu vois pas Rogue en train de faire du trampoline sur la nuque de Harry, non, il lui met un petit coup de stupéfixe et puis voilà, c'est tout. Bon voilà, je ne m'étendrai pas plus avant sur le retcon d'Itachi, j'en parle davantage dans ma vidéo sur les incohérences de Naruto que je vous conseille d'aller regarder si c'est pas déjà le cas. Et pour finir la vidéo en beauté, je vais passer rapidement sur certains personnages secondaires qui se ressemblent bien trop, pour ne pas crier, si ce n'est au pompage, au moins à la similitude. Commençons avec Tsunade, qui n'est pas sans rappeler évidemment Biscuit Kruger, voilà. Tant par leur énorme puissance cachée, que par leur apparence bien plus jeune que l'âge qu'elles ont réellement, parce que bon, Tsunade a 50 ans et Biscuit a plus de 40 ans, bon. Elles sont toutes les deux abusivement fortes, et elles sont aussi toutes les deux représentées comme une figure d'autorité raisonnable. Mais bon, encore une fois, voilà, Biscuit est meilleur que Tsunade, parce que, contrairement à Tsunade, Biscuit peut effectivement plier plus de 90% des personnages de Hunter x Hunter, voilà. Le databook officiel de Hunter x Hunter révèle qu'en termes de puissance, elle se situe légèrement en dessous de Meruem et Netero, voilà, c'est dire le niveau de la bête, et ça c'est un grand classique, hein, de Togashi, voilà, Togashi aime beaucoup les mentors femmes, voilà, même les mentors vieilles femmes, parce qu'effectivement, le mentor de Yusuke, dans Yu Yu Hakusho, est autre que, et j'ai oublié son nom, Genkai. J'ai même pas besoin d'aller vérifier, je m'en rappelle. Ensuite, on peut parler de Hashirama Senju et d'Isaac Netero, qui partagent effectivement leur technique ultime qui consiste à invoquer un méga Bouddha qui peut utiliser 1000 mains pour stab. Ils sont aussi tous les deux dans cette même vibe de vieux sages, hein, voilà, en plus d'être tous les deux les leaders, l'un de Konoha et l'autre de l'association des Hunters. Et pour finir, on a Tonpa et Kabuto. Alors ok, ça vous paraîtra certainement un peu bizarre, mais ça fait sens. Déjà, je ne parle que du Kabuto de la première partie de Naruto. Les deux personnages permettent d'introduire de nombreux autres protagonistes au cours des arcs Examen Chunin et Examen Hunter. Et les deux commencent en mode c'est des gentils, pour en fait non, plot twist, c'est les méchants. Ils ont juste la même vibe en fait. Je chipote, mais avec tous les points précédents, c'est plutôt évident que Naruto s'est énormément inspiré de Hunter x Hunter. Bon écoutez, il me semble que la vidéo est plus ou moins terminée. Eh oui. Donc voilà, on va s'arrêter là, en espérant que la vidéo vous ait plu. Évidemment, je sais que là, ces derniers temps, je tire à boulet rouge sur Naruto. Et ouais, effectivement, désolé. J'étais pas mal déçu, hein. Je vais pas vous mentir, j'étais pas mal déçu par ce manga, surtout au niveau de Shippuden. J'étais évidemment un méga gros fan de Naruto lors de la première partie. Mais voilà, de toutes les manières, je parle effectivement de la raison de mon désamour pour Naruto dans ma vidéo sur les incohérences de Naruto. Donc voilà, si jamais vous voulez savoir comment l'histoire d'amour s'est brisée, je vous conseille encore une fois d'aller regarder cette vidéo. J'ai pas de haine contre Naruto, mais voilà, on va dire peut-être un peu de ressentiment, voilà, une trahison. Une petite trahison, parce que clairement le manga n'a pas pris la direction que j'aurais aimé qu'il prenne, ça c'est certain. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, likez-la si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, et à la prochaine.